que nous débutions. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre deuxième rencontre du cycle sur les coulisses de l'Élysée, consacré ce soir au protocole. Et pour nous accompagner dans cette découverte, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Stefani, actuel ambassadeur de France à Monaco et chef du protocole de l'Élysée de 2010 à 2016. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes, nous disions il y a de cela quelques minutes, diplômé de Sciences Po, diplômé de l'ENA également. Vous avez entre autres été ambassadeur de France pour les questions d'environnement, cela de 2006 à 2010. Vous avez été donc chef du protocole de la République française de 2010 à 2016, puis ambassadeur délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO de 2016 à 2019 et depuis 2019, ambassadeur de France à Monaco. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage remarqué, une de nos participantes y faisait référence là aussi il y a un instant, un ouvrage publié en 2016, À la table des diplomates. Merci beaucoup, chère Aurélie, pour celles et ceux d'entre vous qui vous voient sur l'écran pour la présentation de l'ouvrage. Donc, ouvrage paru en 2016 et qui est un ouvrage collectif qui retrace 500 ans de gastronomie française au service de la puissance et de la diplomatie de notre pays, et nous en dirons un mot tout à l'heure. Alors, monsieur l'ambassadeur, merci encore d'avoir accepté notre invitation et je vous passe immédiatement la parole. Merci beaucoup à vous. Encore une fois, avant d'avoir un échange et de répondre à vos questions et à celles des auditeurs, je voulais vous dire quelques mots, en quelque sorte, de cadrage sur la notion de protocole à l'Élysée, puisque nous sommes dans une série d'émissions, dans une série d'interviews sur les coulisses de l'Élysée. Je voulais vous dire un petit peu ce qu'il en est de l'insertion du protocole à l'Élysée. Alors, d'abord, il faut savoir deux choses, c'est que l'Élysée est un lieu très inadapté, si je peux dire, à l'exercice suprême du pouvoir politique, du pouvoir exécutif en France, parce que, à l'origine, c'est un très bel hôtel particulier entre cour et jardin, relativement petit, où les pièces se commandent et où on a aménagé au fil des années de nouveaux espaces en annexant aussi un certain nombre de lieux périphériques de l'Élysée et j'y reviendrai. Mais c'est un lieu donc qui n'est pas très commode, même si au fond il est évidemment le siège de l'exécutif français depuis maintenant 130 ans, et qu'il l'avait déjà été sous la Seconde République, et que depuis le début du XXe siècle, c'est un endroit où se trouvent soit des chefs d'État et de gouvernement, en particulier des chefs d'État et de gouvernement étrangers qui étaient hébergés là sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire, ou bien sûr des personnalités françaises de premier plan. Donc, je dirais que c'est un lieu de manifestation, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu public depuis très longtemps, mais il n'empêche que c'est quand même un lieu un petit peu étroit et mal commode pour organiser par rapport à, je pense à la chancellerie allemande ou par rapport au palais de Buckingham ou même d'ailleurs au Downing Street, qui n'est pas très grand non plus. Ce n'est pas un lieu extraordinairement vaste, c'est assez éloigné du palais des Congrès. Mais l'Élysée donc s'est étendue autour, et en particulier, d'abord rue de l'Élysée, où il y a un certain nombre de petits hôtels particuliers qui accueillent les collaborateurs du président de la République, et la salle à manger, c'est-à-dire le restaurant d'entreprise en quelque sorte de l'Élysée, le mess de l'Élysée. Et puis de l'autre côté, il y a évidemment l'hôtel de Marigny, qui a eu une fonction multiple depuis qu'il a été acheté
à la famille Rothschild en 1974, un petit peu avant, par le président Georges Pompidou, et qui était jusqu'en 2009-2010 affecté à l'accueil des chefs d'État, éventuellement de gouvernements étrangers, en visite d'État. Et puis, ça s'est montré quelque chose d'assez peu commode, et en plus un lieu aussi vaste, quasiment aussi vaste que l'Élysée lui-même, si ça n'est pas plus en termes de salon de réception, qui est uniquement utilisé quelques jours par an lorsqu'il y a des chefs d'État qui viennent en France. C'est pas une très bonne chose. Et assez vite, la réflexion avait commencé sous le président Jacques Chirac et elle s'est poursuivie sous le président Nicolas Sarkozy. Et c'est la raison pour laquelle maintenant Marigny héberge un certain nombre de services de l'Élysée et héberge aussi un lieu de conférence de presse et aide à l'organisation, j'y reviendrai, des sommets assez importants qui peuvent avoir lieu à l'Élysée. Et donc, ça vous intéressera, Monsieur El Ghoul, le dernier chef d'État à être venu en visite d'État à l'Élysée en 2009, c'est le président du Liban. Voilà. En fait, ce n'est pas tout à fait le dernier chef d'État à être venu à Marigny, puisque c'est l'avant-dernier, puisque lui était là en visite d'État. Et le tout dernier, c'est le président Moubarak, qui, à l'été 2010, a fait un bref séjour à l'Élysée. Donc, c'est dire si depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, l'Élysée s'est beaucoup agrandi. Non seulement c'est un lieu relativement petit, mais en plus c'est un lieu qui héberge en permanence, y travaillant énormément de monde. Lorsque j'étais en fonction, j'avais calculé qu'il y avait à peu près 850 personnes qui travaillaient à l'Élysée en permanence. Je ne parle pas des visiteurs, je parle de ceux qui y sont, autour évidemment du cabinet du président de la République. Le cabinet du président de la République est dirigé par le secrétaire général et par le directeur de cabinet, autour de l'état-major particulier, qui regroupe quand même un certain nombre de militaires, qui sont dans la fonction de chef, de soutien au chef des armées sur notre président de la République. Et puis ensuite, il y a tous les services supports, l'intendance, la communication, les archives, la sécurité, c'est-à-dire la sécurité du palais de l'Élysée, à l'intérieur assurée par la garde républicaine, la sécurité également du président de la République lorsqu'il est en déplacement, avec une trentaine de membres du service de la protection, le GSPR, le groupe de sécurité de la protection, groupe de protection, pardon, du président de la République. Donc, c'est un ensemble de personnes qui sont installées là à demeure. C'est une fourmilière. On ne se rend pas bien compte quand on voit les images publiques parce que souvent on ne voit que les salons du rez-de-chaussée de la partie centrale, mais le reste est je dirais très rempli. Voilà. Alors, dans tout cela, donc, le protocole est un des services qui travaillent à l'Élysée. À l'Élysée même, vous avez relativement peu de collaborateurs, vous en avez une dizaine du service du protocole, tout au plus. Mais il faut savoir que le service du protocole ne couvre pas que le président de la République. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais toujours très heureux lorsque évoquer ma fonction, de dire que j'étais le chef du protocole de la République française et non pas le chef du protocole de l'Élysée, parce que le bureau principal du chef du protocole, il est au Quai d'Orsay et à peu près 80 ou 90% de ses collaborateurs sont installés au Quai d'Orsay. Parce que, au fond, qu'est-ce que ce service du protocole, avant de parler du contenu, c'est surtout un service d'accueil de personnalités étrangères en permanence en France ou de passage en France. Et c'est surtout un service, si je peux dire, diplomatique, c'est-à-dire que la dimension d'organisation d'accueil et de déplacement de personnalités étrangères est extrêmement importante. Pour en revenir, pour en faire une sorte de tableau général, lorsque j'étais chef du protocole, comme vous l'avez dit, entre
2010 et 2016, j'avais à peu près une centaine de collaborateurs à mon service qui se répartissaient en 4 grands ensembles. Le premier était la sous-direction des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires. Et je fais une parenthèse, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Il y a eu une réforme relative en 2017 qui a transformé le chef du protocole en directeur du protocole et des événements internationaux et qui a, si je peux dire, renforcé son ancrage au ministère des Affaires étrangères tout en conservant également ses responsabilités pour ce qui concerne l'ensemble des membres du gouvernement, le Premier ministre et bien sûr le président de la République. Donc la première des fonctions, c'est les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires, et c'est l'accueil en France de 10 000 personnes à statut diplomatique et de 30 000 personnes à statut, sensiblement, à statut, je dirais, soit consulaire, soit administratif et technique, soit de fonctionnaires d'organisations internationales. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France est un des pays d'accueil d'un corps diplomatique et d'un ensemble d'organisations internationales. Je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai été le représentant de la France auprès de l'UNESCO pendant 3 ans et demi. C'est donc si je peux dire, un lieu d'accueil international important et c'est le protocole, il ne faut pas l'oublier, le service du protocole qui s'en occupe, qui a un rôle de délivrance, en particulier des titres de séjour spéciaux et d'animation et de contrôle aussi d'une certaine façon, parce que parmi ces 10 000 personnes à statut diplomatique, par exemple, il y en a certains qui commettent assez régulièrement des irrégularités. Donc ça, c'est le premier quart. Le deuxième quart, c'est la sous-direction de la logistique et de l'interprétation-traduction qui regroupe, je dirais, un service logistique qui montent les sommets internationaux qui ont lieu en France et qui se sont développés, parce qu'on pense toujours à des visites bilatérales, mais celles-ci sont beaucoup moins importantes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 50 ans ou 100 ans. On pense toujours à la visite de la reine d'Angleterre régulière. C'est vrai, c'est important. Mais les sommets Afrique-France, les sommets de la francophonie, les sommets du G7, les sommets du G8, les sommets du G20, énormément de choses qu'il y a à organiser régulièrement. Il y a aussi des sommets un petit peu moins spectaculaires, mais tout aussi importants. Le dernier dont j'ai eu à connaître, si je peux dire, non pas en tant que chef du protocole, mais en tant qu'ambassadeur de France à Monaco, c'est le One Planet Summit qui s'est tenu à l'Élysée en janvier 2021, puisque le prince de Monaco y a participé. Donc vous avez un certain nombre de sommets, vous avez également l'interprétation et la traduction, parce que vous aurez remarqué en lisant la presse et en écoutant les informations que le président de la République téléphone très souvent, c'est-à-dire que, et alors surtout aujourd'hui, encore plus qu'il y a 1 an ou 2, puisque évidemment c'est beaucoup plus facile d'avoir une visioconférence que de se déplacer, et je pense d'ailleurs que ce que nous connaissons en ce moment changera en quelque sorte le rythme et le nombre des déplacements internationaux des chefs d'État et de gouvernement, et que nous n'aurons plus dans les années à venir 700 chefs d'État et de gouvernement venant en France chaque année. Il y en aura beaucoup moins, je pense déjà qu'en 2020, il y en a eu probablement 4 fois moins, et que le rythme changera, c'est-à-dire que se multiplient aussi les contacts, je dirais, directs entre hautes autorités politiques par visioconférence, et que pour ça, eh bien, il faut souvent une interprétation de bon niveau et un service de traduction également, mais surtout un service d'interprétation. Et il dépend également du service du protocole. Et je garde le souvenir d'un événement, d'un lendemain d'événements tragiques qui étaient les attentats de novembre 2015 du Bataclan et autour du Bataclan. Et le lendemain, qui était un dimanche, le président de la République a reçu à peu près une quarantaine ou une cinquantaine d'appels de chefs d'État et de gouvernements étrangers. Et il fallait lui trouver des interprètes, puisque le principe, c'est que le président de la République française s'exprime toujours en français. Il peut rapidement, lors d'une négociation,
passer à l'anglais, qu'il maîtrise parfaitement, comme d'ailleurs François Hollande, mais normalement, il s'exprime en français. Il faut toujours aussi trouver interprétation et traduction. Nous avons, quatrième secteur, un petit peu moins important, les, je dirais, distinctions honorifiques, puisque le service du protocole gère dans nos 2 ordres nationaux, de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, les décorations pour étrangers, puisque ces 2 ordres sont ouverts aux étrangers. C'est un travail qui n'est pas négligeable. Et puis enfin, vous avez ce qui correspond le plus à ce que l'on conçoit comme étant le protocole quand on est à l'extérieur, si je peux dire, un petit peu du système, c'est-à-dire ce que l'on appelle la sous-direction du cérémonial qui organise les déplacements et les événements de personnalités étrangères. Et donc, vous voyez mieux comme cela à quel point cet ensemble que l'on appelle le protocole, qui regroupe une centaine de personnes, sous l'autorité d'un directeur du ministère des Affaires étrangères, qui a passé une expérience de diplomate, parce que vous avez en permanence à négocier avec des pays étrangers, vous avez à négocier quand le président de la République ou quand le Premier ministre se déplace à l'étranger son programme, vous avez à négocier le programme de la personnalité étrangère qui vient en France, et souvent qui veut faire des choses que nous n'avons pas envie qu'elle fasse, et réciproquement, nous avons envie, quand nous allons à l'étranger, d'avoir des programmes plus tournés vers la dimension, je dirais, économique, la dimension soutien aux entreprises, la dimension défense et illustration des Français de l'étranger. Souvent, les autorités locales veulent nous ramener à des activités purement officielles, quelquefois une dimension un petit peu militaire. Donc, ce cérémonial, c'est un ensemble d'agents du ministère des Affaires étrangères, dont un certain nombre sont placés à l'Élysée, mais qui travaillent en étroite collaboration avec le reste de l'équipe qui est installée au Quai d'Orsay et qui donc passe son temps à monter des visites dans un sens et dans l'autre. Alors, pour en revenir au protocole de l'Élysée, donc à la petite équipe actuellement dirigée par Emmanuel Pavillon-Grosserre, sous l'autorité du directeur du protocole qui s'appelle aujourd'hui Philippe Franck, qui est successeur de mon successeur, eh bien, cette petite équipe, elle, est en quelque sorte au contact au quotidien, en lien avec la cellule diplomatique, parce qu'elle ne travaille pas que pour la cellule diplomatique, mais elle travaille principalement pour la cellule diplomatique, même si elle travaille ensuite pour tous les services de l'Élysée. Parce qu'il faut bien voir que l'Élysée, c'est un lieu où on accueille des personnalités étrangères, mais on accueille surtout énormément de personnalités françaises, que vous avez un flux constant de réunions, de déjeuners de travail, éventuellement de dîners qui font que, si je peux dire, il y a effectivement un certain nombre de ce qu'on appelle un cérémonial, c'est-à-dire un déroulé pour que les choses se passent de manière fluide. Et puis ensuite, évidemment, un plan de table pour que les personnes soient installées de la manière la plus opérationnelle possible en fonction de leur rang, mais pas seulement de leur rang, aussi de l'importance qu'elles ont lors de la réunion qui vient à l'Élysée, quelquefois de leur notoriété, de l'image aussi que l'on veut donner à cette réunion, à cette espèce d'esprit d'équipe de la réunion, que ce soit une réunion consacrée au Covid ou à la Covid, ou que ce soit une réunion internationale sur tel ou tel sujet. Donc voilà, donc vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu, le protocole, c'est d'abord un service, au service des plus hautes autorités de la République, puisque traditionnellement, c'est le chef adjoint du protocole qui s'occupe du Premier ministre et de Matignon, avec une petite équipe aussi qui lui est dédiée. Et on s'occupe aussi, évidemment, du ministre des Affaires étrangères, qui est notre ministre, et qui est celui qui a le plus d'occasion de recevoir des personnalités étrangères, mais on s'occupe aussi, en tant que de besoin, de tous les membres du gouvernement, en particulier lorsqu'il y a les grandes périodes, comme on va en connaître une dans un peu moins d'un an, dans un an,
qui est une période de présidence par la France de l'Union européenne. Et comme vous le savez, nous serons en présidence au premier semestre 2022. Voilà ce que je voulais, en quelque sorte, inscrire dans un cadre un petit peu plus général. Il n'y a pas un protocole spécifique du chef de l'État, il y a un protocole du chef de l'État qui s'inscrit dans un ensemble plus vaste du pouvoir exécutif républicain. Alors, merci beaucoup pour ces précisions, en effet, essentielles. Ce service du protocole, tel que vous l'avez décrit, il existe depuis le début de la Ve République, il lui est antérieur. Depuis quand existe-t-il sous cette forme? Alors, nous avons une sorte de tradition, nous avons d'ailleurs un livre dans lequel on s'inscrit, tradition entre chefs du protocole, qui fait que comme j'étais en fonction entre 2010 et 2016, le 46e chef du protocole. Et traditionnellement, le premier chef du protocole, même si son nom n'était pas exactement celui-là, remonte au règne d'Henri III. C'est Henri III, à la fin des années 1580, Henri III ayant mené, dans une époque assez terrible pour la France, parce que c'était une époque de guerre civile, une époque de guerre de religion, ayant mené une tâche d'organisation, en quelque sorte, de l'administration française. Il y a eu des étapes, il y a eu Philippe le Bel, il y a eu Louis XI, et il y a eu Henri III qui a créé, en quelque sorte, cette fonction, et nous en sommes le lointain successeur. Alors, je dirais que le protocole tel qu'il existe aujourd'hui, à peu près, a été créé au fond sous la Troisième République, c'est-à-dire qu'il correspond à l'émergence de notre régime républicain définitif, parce qu'avant, évidemment, nous étions dans un système monarchique, que ce soit la royauté ou l'Empire, et donc il y avait à l'Élysée un grand maître des cérémonies, c'est-à-dire que le protocole, d'abord, il y avait beaucoup moins de déplacements de personnalités internationales. Je dirais que les déplacements de personnalités étrangères en France, ça a commencé au début du 19e siècle et ça s'est monté progressivement en puissance au milieu du 19e siècle. Les expositions universelles ont été les premiers grands moments à partir de 1855 de rassemblement de chefs d'État et de chefs de gouvernement étrangers en France. Et c'est à ce moment-là que la structure est née, mais c'était une structure qui était très particulière, si je peux dire, au roi de France, au roi des Français ou à l'empereur des Français, en l'occurrence Napoléon III. Ça n'est qu'ensuite qu'un service du protocole, avec cette dimension, si je peux dire, de service diplomatique mis à la disposition de la présidence de la République, est né et s'est peu à peu étoffé, si je peux dire. Je mentionne souvent un chef du protocole qui a eu une longévité assez grande, puisqu'il l'a été pendant 17 ans, entre 1920 et 1937, c'est Pierre de Fouquier, voilà, qui a été un très très long chef du protocole. Donc, si vous voulez, on s'inscrit dans une durée, mais avec une évolution. Et je vous mentionnais la dernière réforme, si je peux dire, date de 2017, la précédente datait de 2007, c'est-à-dire qu'il y a toujours, en 2007, pour la première fois, on a défini le statut et le périmètre du chef du protocole, parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que le chef du protocole était un service interministériel, en quelque sorte, et qui dépendait, mais pas uniquement du président de la République, et donc il fallait lui définir une sorte de statut d'emploi. Et ça a été révisé en 2017. Donc on s'adapte toujours. Et alors, c'est une question qui nous est, qui vous est d'ores et déjà posée par l'un de nos participants. Est-ce que ce service du protocole tel que vous venez de le décrire, est-ce une spécificité française ou est-ce que l'on retrouve peu ou prou le même type d'organisation de service dans d'autres pays européens ou extra-européens? Alors, je dirais que globalement, la fonction est la même, mais vous avez quand même une particularité dans beaucoup de pays européens, c'est que vous avez à la tête de l'exécutif
un exécutif symbolique, et je dirais de principe, et un exécutif, le Premier ministre, qui lui est effectivement l'exécutif actif. Et vous avez souvent, je pense à la Grande-Bretagne, je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne, un service du protocole du Premier ministre distinct du service du protocole du chef de l'État. Même si souvent les deux, c'est moins vrai en Grande-Bretagne qui est restée une cour à l'ancienne, comme un certain nombre de pays scandinaves, mais pour les grands pays européens, même s'il y a ces services distincts pour le Premier ministre et pour le président fédéral allemand, par exemple, c'est quand même peuplé de diplomates qui viennent de la diplomatie et qui retournent ensuite à la diplomatie. Mais le fait qu'il y ait le chef du protocole du président de la République, le chef du protocole du Premier ministre et le chef du protocole du ministre des Affaires étrangères qui s'occupe de tout le reste, pose quelquefois des vrais problèmes de coordination. Et je me suis toujours félicité, en quelque sorte, en tant que chef du protocole, et aujourd'hui mon successeur, le directeur du protocole, d'être à la tête unique du service et de s'occuper aussi bien de ce qui se passe à Matignon que de ce qui se passe à l'Élysée. Et alors, c'est une question qui vous est posée également. Est-ce que le service du protocole et le service de sécurité des personnalités font bon ménage? Ah, ça, c'est totalement, je dirais, indispensable. Nous sommes dans une forme complètement, comment dire, de symbiose entre le service de sécurité, d'autant que le service de sécurité, que ce soit le SDLP, le service de la protection, que ce soit le GSPR, groupe de sécurité du président de la République, le GSPM pour le Premier ministre, ont plus de moyens, plus de nombre que le service du protocole proprement dit. Donc ça veut dire qu'on travaille ensemble de manière très très étroite, et à mes nouveaux agents qui venaient rejoindre le service pendant que j'étais chef du protocole, je disais toujours que, évidemment, la première des choses, c'était d'avoir de très, très bonnes relations avec le service de sécurité, parce que contrairement à ce qu'on pense, le service de sécurité, le service de la protection, comme on l'appelle aujourd'hui, qui est composé de très excellents professionnels qui sont souvent depuis de nombreuses années sur cette tâche, a non seulement lui aussi un rôle de sécurité, proprement dite, protection des personnalités, mais aussi un rôle de sécurisation du déplacement, c'est-à-dire de faire en sorte que le déplacement, c'est ça, vous savez, le travail aujourd'hui d'un chef du protocole, c'est surtout de faire en sorte que l'organisation de la visite ou du sommet soit la plus fluide possible, parce qu'on est toujours soumis à des contraintes de temps très grandes. Alors, une autre question, toujours dans les relations donc une autre question qui vous est posée, toujours dans les relations que le service du protocole peut entretenir avec d'autres services. Quelles sont la nature, de quelle nature sont les relations entre ce service du protocole, qui est un service interministériel, comme vous l'avez indiqué, et les services du protocole de l'Assemblée nationale et du Sénat? On travaille très bien ensemble. Leur travail n'est pas exactement le même parce qu'ils sont moins à l'extérieur de leur palais, l'hôtel de Lassay et le palais Bourbon ou le palais du Luxembourg. Ils sont beaucoup plus, si je peux dire, dans la fluidité des lieux et dans l'organisation des lieux. Et puis, ils ont beaucoup plus de patrons que le chef du protocole de l'exécutif, parce que le chef du protocole de l'exécutif, il est le chef de commandement. C'est assez clair, c'est le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et l'ensemble des membres du gouvernement, en fonction de leur ordre protocolaire, justement. Alors qu'eux ont à gérer, si je peux dire, les
présidents de commission, et même à l'extrême, comme me disait un jour un chef du protocole de l'Assemblée nationale, ils ont 580 patrons qui ont chacun leur spécificité et leur souci de ne pas disparaître complètement dans l'anonymat parlementaire. Donc, c'est un travail un peu différent, mais pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire pour ce que nous faisons en commun, et en particulier quand il y a des visites d'État ou des visites officielles, puisque évidemment il y a toujours une étape, ça peut être un discours ou ça peut être simplement une visite, eh bien, nous avons besoin de travailler ensemble. Et nous avons très bien travaillé ensemble jusqu'à présent. Alors, une question dont nous avions parlé, mais je vous la pose d'ores et déjà parce que je la retrouve dans le fil de conversation. Est-ce l'une des 4 sous-directions du service du protocole que vous avez mentionné qui s'occupe de gérer également les cadeaux qui sont faits aux personnalités étrangères, sachant qu'il y a une vieille tradition française des cadeaux de porcelaine, de Sèvres. Alors, la pratique a changé ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, c'était le service du protocole qui gérait les cadeaux. Et puis, sous les présidents de la République, en l'occurrence d'ailleurs, je pense que ça a été initié sous le président Nicolas Sarkozy, ils ont souhaité que ce soit la chefferie de cabinet. Alors, il faut savoir en plus que les cadeaux, nous sommes dans une situation aujourd'hui très différente de celle dans laquelle nous étions, disons, à la fin du XXe siècle ou dans les années 60. C'est-à-dire qu'il est très difficile aujourd'hui de recevoir des cadeaux et donc indirectement d'en donner. Combien de fois j'ai dû dire à des homologues chefs du protocole, vous ne pouvez pas offrir tel type de cadeau au président de la République française parce qu'il est trop coûteux. Et alors, malgré ça, le président de la République reçoit en permanence des cadeaux qu'il est obligé de stocker, avec ensuite le problème que, évidemment, au bout d'un certain temps, on en a trop. Est-ce qu'on les revend? Mais on vexe ceux qui les ont faits, ces cadeaux. Est-ce qu'on fonde un musée du septennat ou du quinquennat? Oui, mais enfin, ça n'intéresse pas grand monde quand même d'aller voir des cadeaux qui ont été offerts il y a 20 ans à des personnalités, même les plus importantes de la France de l'époque. Bon, alors évidemment, tout ce qui est, je dirais, alimentaire, tout ce qui est boisson, tout ça à l'intendance est réutilisé par le service de l'intendance dans les cuisines, même que les fleurs, etc. Mais on a cette difficulté. Mais alors, donc, les cadeaux, maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus calibré, de beaucoup plus modeste, et c'est plutôt la chefferie de cabinet qui s'en occupe, même si, évidemment, sur les visites un peu importantes, en fonction d'ailleurs des goûts du président de la République ou des goûts du ministre des Affaires étrangères ou des goûts du Premier ministre, et donc c'est plus, je dirais, géré comme ça. Mais évidemment, le protocole a souvent son mot à dire. Et puis, on n'exclut pas, pour des visites particulièrement importantes, particulièrement sensibles, de soigner un cadeau très individualisé. Alors justement, au regard de l'expérience qui a été la vôtre, quelles sont finalement les principales difficultés auxquelles un chef du protocole est confronté? Alors, la difficulté, c'est toujours le temps, c'est-à-dire c'est toujours le rythme avec lequel on veut faire trop de choses en trop peu de temps. Et qu'on se retrouve avec des programmes qui ne sont pas réalistes. Et donc, je cherchais toujours à essayer d'expliquer, mais je n'y parvenais pas toujours, qu'on ne peut pas tout faire et que les visites étant de plus en plus brèves, moi j'ai connu, lorsque j'ai été numéro 2 du protocole à la fin des années 90, j'ai connu des visites qui s'étalaient sur 4 ou 5 jours.
Aujourd'hui, une visite officielle ou une visite d'État, alors évidemment, surtout en période de pandémie, mais même avant, même jusqu'en 2019, c'est une journée et demie, maximum 2 jours. Quelquefois, on fait l'aller-retour dans la journée. Donc, on a serré le nombre d'heures consacrées à la visite, mais on a augmenté le nombre d'activités parce qu'on veut quand même tout faire. Et là, on se retrouve avec des incohérences où on prend du retard. Et ça rend toujours furieux le chef de l'État parce que, évidemment, il n'aime pas faire attendre l'étape suivante, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit une réception de la communauté française. C'est là où on a des vraies difficultés. C'est curieusement aujourd'hui pas tellement dans le choc des égos, parce que nous ne travaillons qu'avec je parle pour le chef du protocole français, qu'avec des personnalités politiques, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, le ministre, ce sont des personnalités politiques. Donc, ils sont des personnalités qui sont vraiment, si je peux dire, dans le monde réel. Elles ne sont pas dans une sorte de... Elles sont beaucoup moins difficiles à accompagner et je dirais d'une certaine manière à manœuvrer que les personnalités du monde du spectacle, par exemple. Elles ont beaucoup moins je dirais, de susceptibilité. Voilà. Et puis elles savent que toute personne qui est en face d'elles est en quelque sorte un électeur potentiel. Donc, ce ne sont pas tellement les égos, ce ne sont pas tellement les susceptibilités, ce sont plutôt des problèmes de plus grande rapidité aujourd'hui et qu'on est dans une culture où on zappe en permanence, c'est-à-dire à peine une séquence est-elle commencée, il faudrait déjà qu'elle soit finie pour pouvoir passer à la suivante. Tout ça sous le contrôle permanent et pas toujours bienveillant, c'est le moins qu'on puisse dire, non seulement de la presse, non seulement des chaînes d'information en continu, mais également des réseaux sociaux. Une de nos auditrices nous demande vous demande si vous êtes en mesure de nous parler d'une visite ou d'un événement qui vous a particulièrement marqué. Et une autre vous pose la question de savoir quel est finalement votre meilleur souvenir et quel est le pire, ou quelle est votre plus belle réussite et quel est l'échec auquel vous avez pu assister également. Alors, les meilleurs événements, c'est-à-dire ceux où je me suis le plus fait plaisir et où j'ai eu le plus le sentiment collectif, hein, c'est pas un travail individuel. Le chef du protocole est à la tête d'une équipe, il travaille avec d'autres services, nous parlions de la sécurité. C'est certainement les grands sommets, c'est-à-dire j'ai été également secrétaire général du G8-G20 en 2011, c'est le sommet du G8 de Deauville, c'est le sommet du G20 de Cannes, où à la dernière minute, au G8 de Deauville, à la suite des printemps arabes, enfin, d'un ensemble de révolutions qu'on connaît bien dans le monde arabe, alors que le G8, c'est un petit groupe, le président de la République a décidé d'élargir à un certain nombre de nouveaux chefs d'État tunisiens, égyptiens, qui venaient d'apparaître, si je peux dire, sur la scène. Et donc, on a dû changer à la dernière minute et pousser les murs, si je peux dire. Ça, c'est une chose. C'était au début de mon temps de chef du protocole, puisque c'était en 2011 donc, que j'étais secrétaire général du G8-G20. Et à la fin de mon temps, il y a eu, évidemment, peu de temps d'ailleurs après les attentats du Bataclan, les attentats terroristes auxquels je faisais référence, et d'avoir pu, malgré cela, maintenir la COP21 à Paris et au Bourget en novembre-décembre 2015, c'est vraiment une très, très grande réussite. Voilà. Alors, évidemment, sinon, en termes personnels, le plus décalé, le plus extraordinaire des voyages, c'est la visite d'État de la reine d'Angleterre autour du 6 juin 2014, parce que d'abord, vous vous sentez dans l'histoire quand vous voyez cette très vieille dame marcher à pas menus et de manière très très digne, jamais avec une canne. Et d'autre part, vous savez qu'elle a fait depuis 1948, quand elle était
pas encore reine, sa première visite officielle en France, vous vous dites, elle doit avoir en tête quand même, je dirais, de se dire, c'était mieux avant. Donc, on cherche à mettre la barre assez haut. Et est-ce que d'une certaine façon, le protocole doit toujours être solennel, ou bien est-ce qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, une place pour la légèreté, une place pour l'humour, voire pire, peut-être une place pour l'improvisation Alors, il n'a pas à être solennel, il a à être efficace, ce qui n'est pas la même chose. Nous ne sommes plus du tout dans une société de cours, nous ne sommes plus dans une société où, comme je dis souvent, les acteurs et les spectateurs étaient les mêmes dans la même pièce. Si vous prenez le château de Versailles, le château de Schönbrunn, les grandes cérémonies publiques, il y avait un peu de public extérieur. L'accès à Versailles était libre sous l'Ancien Régime. Mais du moment que vous aviez un chapeau, une tenue correcte et curieusement une épée pour les hommes, aujourd'hui on aurait plutôt dit vous la laissez au vestiaire. Mais c'était des cérémonies qui regroupaient quelques centaines ou quelques milliers de personnes et où ces personnes se jaugeaient les unes les autres et étaient toutes, si je peux dire, à la fois acteurs à un moment de la cérémonie et spectateurs à un autre moment. On n'est plus du tout dans ce modèle-là, on est dans un modèle d'efficacité où il faut aller rapidement et où tout se fait sous le regard de la caméra officielle, si je peux dire, des moyens de communication, des chaînes, des grandes chaînes d'information, mais également maintenant devant n'importe quelle caméra. Moi, j'étais frappé et j'ai eu cette évolution entre 2010 et 2016. Je l'ai vécu. Le nombre de personnes qui, sur les bords de la route du lieu où se tenait l'événement, où se passait, qui avaient leur portable et qui prenaient, a été multiplié par 1000. Il y en avait très peu encore dans les années 2000. Et quand j'ai quitté mes fonctions, ça s'était vraiment multiplié avec évidemment ensuite l'utilisation de tous ces. Alors, ça nous oblige à être d'autant plus exigeants parce que le moindre loupé, on peut se dire, vous savez, je dirais que pour prendre un événement un peu cocasse, mais qui a eu aussi des conséquences, je dirais, pour le président de la République de l'époque, qui était François Hollande, c'est ce voyage au Kazakhstan en hiver, où à un moment après, et ça nous ramène à danger du cadeau protocolaire, où entre un tête-à-tête et un entretien élargi avec l'ensemble des ministres et de la délégation, j'avais quitté la proximité immédiate du président de la République et le chef de l'État kazakh a amené le président de la République dans une pièce en lui disant bien avant qu'on passe voir nos ministres et nos collaborateurs, venez, et il a offert une tenue avec une chapka, une tenue fourrée, tenante, traditionnelle dans la steppe kazakh, mais qui évidemment, or, à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule personne. Je n'étais pas là, il y avait le chef de l'État kazakh, le président Hollande et le photographe officiel du Kazakhstan qui a pris une photo en toute bonne foi et pour faire plaisir à celui qui l'invitait, le président Hollande, à endosser la tenue. Il n'y avait que le photographe officiel, il n'y avait même pas de selfie ou de gadget. Eh bien, immédiatement, le photographe officiel a mis ça sur le site de la présidence kazakh et ça a fait, je dirais, le tour de la France et ça a malheureusement ridiculisé le président de la République qui avait fait ce geste d'une manière amicale vis-à-vis de celui qui l'accueillait. Il n'allait pas la garder, mais ça a été mal pris. Donc ça veut dire que, alors que nous sommes en permanence sous le regard des caméras publiques ou des caméras de particuliers, il faut être particulièrement, si je veux dire, vigilant.
Alors, cela rejoint une des questions posées par une de nos auditrices, qui est finalement la relation amicale que peuvent entretenir des chefs d'État entre eux. De l'expérience qui est la vôtre, les chefs d'État se tutoient-ils, s'appellent-ils par leur prénom? Est-ce que cela est réglé en amont également par le protocole? Alors, je dirais qu'ils demeurent en permanence dans leurs fonctions. C'est-à-dire que lorsque le président de la République voit la chancelière d'Allemagne, c'est la France, chef de l'exécutif, et c'est l'Allemagne, chef de l'exécutif. Ils savent très bien, ils ont des ordres du jour serrés. Ils ne sont pas là pour, je dirais, s'amuser. Qu'ils marquent à certains moments ostensiblement leur amitié en se prenant par le bras, ça c'est vraiment leur choix, par les épaules, c'est leur choix et c'est destiné, et c'est leur choix de chef d'État ou de chef du gouvernement pour montrer une particulière sympathie à un moment donné. Donc, c'est contrôlé, si je peux dire, à tout moment, mais ce n'est pas le chef du protocole qui dit au président de la République « Tiens, ce serait bien que vous alliez prendre par les épaules Mme Merkel ». C'est vraiment le président qui, en fonction de la réussite de la réunion, dira « Tiens, je veux montrer », c'est souvent au moment où on va à la conférence de presse. Et alors là, après, c'est vrai qu'ils se voient tellement souvent, ils se parlent tellement souvent, qu'ils finissent par s'appeler par leur prénom. Sauf que dans le cas, par exemple, de l'Allemagne, dans le cas de la Russie, dans le cas d'un leader du monde arabe, il y a toujours l'interprète, c'est-à-dire qu'il y a toujours un truchement, puisque le président français, le Premier ministre parle dans sa langue, et que Mme Merkel parle en allemand, ou M. Poutine parle en russe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas... on ne va pas très loin dans la familiarité. Alors vous nous disiez tout à l'heure que le protocole est davantage une question d'efficacité que de solennité aujourd'hui. Cette efficacité, on la retrouve également autour de la table et de la gastronomie française. Je rappelle, vous avez écrit en 2016 un ouvrage à la table des diplomates qui retrace donc 500 ans de gastronomie française. Cette efficacité, on la retrouve également aujourd'hui à la table des présidents ou des chefs d'État qui jusqu'alors devaient symboliser l'opulence et la puissance par l'abondance des mets présents sur la table. Qu'en est-il? Alors certainement, l'idée de ce livre, au départ, c'est M. Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui a souhaité que l'on fasse un livre dans la ligne de l'inscription au patrimoine de l'UNESCO de la Convention de 2003 du repas gastronomique des Français, qui a souhaité que l'on fasse un livre consacré à la place, je dirais, dans la vie politique internationale française, du grand repas. Parce qu'il pensait, et nous sommes nombreux à penser, qu'effectivement, c'est un élément d'attractivité, c'est un élément d'originalité. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir une très grande gastronomie et de très grands vins. Il y en a d'autres. Il y a le Japon, il y a la Chine, il y a l'Italie. Mais enfin, nous sommes un des pays qui sommes en tête dans ce domaine. Et donc, c'était l'idée de démontrer, de faire en quelque sorte une histoire politique. Alors, quand vous dites que c'est moi qui l'ai écrit, c'est un ouvrage collectif et nous avons une vingtaine d'auteurs politiques, c'est-à-dire des historiens, d'ailleurs des personnalités comme Hélène Carrère d'Encausse ou Hubert Védrine. Et puis, nous avons une vingtaine de chefs qui ont également proposé, qui ont réinterprété en quelque sorte les repas depuis, nous avons fait 1520-2015, puisque nous sommes partis avec l'entrevue du camp du Drap d'Or et nous sommes arrivés avec le repas au Bourget pour 157 chefs d'État et de gouvernement
lors de la séance d'ouverture de la COP 21. Un repas qui a changé le cours des relations internationales, selon vous? Alors, je dirais peut-être pas un repas, mais une série de repas. Évidemment, on en revient toujours au Congrès de Vienne. Étant dans une position de faiblesse, Talleyrand a eu l'intelligence d'en rajouter en termes d'ostentation, avec l'aide d'ailleurs de Dorothée de Courlande, la duchesse de Guinaud, parce qu'il a pensé à ce moment-là que de séduire par la table, c'était une bonne façon, je dirais, de se faire accepter, de se faire admettre comme une grande puissance qui certes avait été vaincue, mais qui demeurait encore quand même, je dirais, la première puissance d'Europe. Donc c'est plutôt ce type de repas, si je peux dire. Un repas, c'est plus la conclusion d'une amitié que le lancement d'une amitié. C'est-à-dire que si on prend le repas qui a suivi l'entrevue de l'île des Faisans, par exemple, en 1659, entre la France et l'Espagne, eh bien, il fallait d'abord que la France et l'Espagne mettent fin à quasiment un siècle, même plus, 150 ans de guerre quasi permanente. Il fallait d'abord qu'ils se réconcilient sur des bases saines pour que l'on puisse déboucher sur un mariage princier et pour l'ensemble des deux cours sur un repas. Donc c'est plus la conclusion, le symbole final que la cause, en quelque sorte, d'une amélioration des relations internationales. Merci beaucoup. Alors, une question qui vous est posée également concerne la tradition qui veut que tout chef d'État en visite d'État à Paris passe en premier par l'hôtel de ville de Paris. Est-ce que cela est, selon vous? Alors, il ne passe pas en premier. C'est généralement, d'abord, c'est réservé aux visites d'État ou aux demandes express. Alors, il faut également que le maire de Paris ou la maire de Paris soit d'accord. Et c'est plutôt dans la deuxième partie de la visite. La tradition, elle vient d'ailleurs aussi de la prise de fonction du président de la République, de ce que l'on appelle l'installation, qui a lieu d'ailleurs également à l'Élysée. J'en ai vécu une, celle du président Hollande en 2012. C'est que à la fin du temps avec les corps constitués, le président de la République soit reçu à l'hôtel de ville pour symboliquement rencontrer en quelque sorte la population parisienne. Alors, cette réception à l'hôtel de ville, c'est un échange de discours qui est un échange de discours plutôt tourné, si je peux dire, vers les Français que vers les relations bilatérales de la part du chef d'État étranger. Et puis, c'est l'occasion de rencontrer dans la grande salle des fêtes de l'hôtel de ville à peu près 1000 personnes. Et évidemment, ça permet de rencontrer les associations, les milieux, etc. C'est un petit peu un bain de foule. Voilà, c'est un bain de foule organisé, le passage à l'hôtel de ville. Et puis, ça montre aussi que dans notre histoire, l'hôtel de ville, où a été pour la dernière fois proclamée la République, du balcon duquel a été proclamée la République le 4 septembre 1870, l'hôtel de ville et la ville de Paris est quand même centrale dans notre saga nationale. Alors, une autre question qui vous est posée, est-ce également le service du protocole qui s'occupe des épouses et époux de chefs d'État en visite officielle? Alors, bien sûr, bien sûr. Alors, il faut remarquer qu'il y en a de moins en moins, non pas qu'il y ait de moins en moins d'époux, d'épouses ou de conjoints, mais il y a de moins en moins de conjoints qui accompagnent le chef de l'État ou le chef de gouvernement. Ça vient du fait que, évidemment, c'est considéré de plus en plus comme une activité et que c'est moins je dirais, un moment ludique. Ceci dit, quand il y a un chef d'État, évidemment, quand il y a un chef d'État qui est accompagné, ou une chef d'État,
Première ministre, on s'occupe aussi de faire un programme pour les conjoints, ouais, en lien généralement avec l'épouse du président de la République ou l'épouse du Premier ministre. D'accord. À l'heure, comme l'indique là encore un de nos participants, du protocole sanitaire, que reste-t-il de la dimension prestigieuse du protocole et comment voyez-vous cette évolution dans les années à venir? Alors, d'abord, j'espère que nous allons en sortir de cette crise pandémique. Elle aura évidemment un certain nombre de conséquences, mais ici, en ce moment, nous sommes dans la période chaude, en quelque sorte, de la pandémie, qui a d'ailleurs des conséquences. Le président de la République voyage peu, il fait énormément de réunions en visioconférence, les sommets sont repoussés les uns après les autres, que ce soit le sommet de la francophonie. Bon, on hésite toujours jusqu'à la dernière minute à avoir les sommets en vrai ou en visio. De plus en plus, on a des mix. Par exemple, le sommet franco-espagnol qui a eu lieu il y a quelques jours. Seul le Premier ministre espagnol, le président du Conseil espagnol et le président de la République étaient en vrai à Montauban. Et les ministres, eux, étaient en visioconférence, une espèce de réseau de visioconférence. À un niveau plus modeste, nous avons eu la commission de coopération bilatérale franco-monégasque la semaine dernière. Eh bien, le chef de la délégation française, qui est le secrétaire général du Quai d'Orsay, est resté à Paris. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre nous étaient avec les monégasques ici à Monaco, enfin ceux qui vivent à Monaco, évidemment, mais la plupart des interlocuteurs des ministères étaient derrière leur écran, comme nous le faisons en ce moment. Donc je pense effectivement profondément que cette crise aura des conséquences que nous ne sommes pas vraiment en mesure d'évaluer complètement actuellement, mais qu'elle va changer en quelque sorte les modes de fonctionnement et qu'on fera moins volontiers ces déplacements qui sont quand même coûteux en temps, parce que pour aller à l'autre bout du monde, il faut prendre 11 heures de vol, il y a tout le charroi des invités, de la sécurité. Je pense que ça aura effectivement une conséquence sur les modalités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas encore organiser des sommets et des visites, mais d'abord, elles seront probablement un peu moins nombreuses, et puis c'est la même chose pour le fonctionnement des organisations internationales. Les conseils exécutifs de l'UNESCO, maintenant, sont réduits. Il y aurait 15 jours avant, et même plus, maintenant, ils sont réduits, et ils sont en visioconférence. Donc, ça aura effectivement des conséquences sur le protocole. Alors, une toute dernière question, monsieur l'ambassadeur, il est déjà 19h02. Finalement, qu'est-ce qu'un bon chef du protocole selon vous? Et comme nous avons un certain nombre de jeunes camarades étudiants qui vous écoutent ce soir, de quelles compétences un bon chef du protocole doit-il disposer? Alors, il doit avoir beaucoup d'équilibre, c'est-à-dire ne pas être stressé, ne pas être stressant non plus, parce que le chef du protocole est là pour rassurer. Et même quand il voit quelque chose qui s'engage mal, qui dérape, il est là pour faire en sorte que calmement, tout rentre le plus possible et le mieux possible dans l'ordre. Donc, première chose, je dirais, le calme et l'équilibre. Deuxième chose, le sens de l'observation, c'est-à-dire qu'il faut toujours en permanence regarder tout ce qui se passe autour du chef de l'État et voir, il y a des délégations assez importantes de plusieurs dizaines, quelquefois même plusieurs centaines de personnes, et voir si un tel n'est pas content, si ça ne va pas, etc. Donc il faut toujours trouver des sortes d'équilibre. Voilà. Donc, je pense que c'est les deux qualités essentielles, voilà, qui sont d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait appel à des diplomates, qui sont des qualités de négociateurs international. Il faut aimer, il faut avoir du goût pour le voyage, il faut avoir du goût évidemment pour les autres, pour les sociétés différentes.
enfin, c'est un métier qui procure énormément de satisfaction. Eh bien, on l'aura compris au travers de cet entretien et de cette conférence. Monsieur l'ambassadeur, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre disponibilité. Que nos meilleurs vœux de succès vous accompagnent dans vos fonctions en principauté de Monaco et au grand plaisir de vous accueillir à Paris à nouveau à Sciences Po Alumni pour une conférence cette fois-ci en présentiel dans les mois qui viennent, nous l'espérons, dans l'un des amphithéâtres de Sciences Po. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à Sciences Po Alumni et bon travail à tous les jeunes qui sont étudiants et qui nous écoutent. Merci encore, monsieur l'ambassadeur. Très bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous, chers alumni, chers amis, chers étudiants.